Voilà, on fait salle comble et je vous en remercie. Alors, c'est parti pour cette soirée inaugurale. Bienvenue à tous pour cette 32e édition du Festival de l'Oiseau et de la Nature. C'est avec plaisir que l'on se retrouve ce soir à Saint-Valery. Merci à la municipalité de nous accueillir dans ce magnifique bâtiment. En quelques mots, sachez que ce festival sera joyeux, poétique, curieux. Il vous fera voyager et découvrir et aimer la nature autrement, je l'espère. Et il va vous en mettre plein les yeux et aussi plein les oreilles. Voilà, d'entrée, on vous dit tout sur cette 32e édition. Place aux images. Plonger 24 heures dans un monde inconnu pour une aventure à l'échelle du centimètre. Dans cet univers, le sablier du temps lui-même s'accélère. 1 heure pour un jour pour une saison pour une vie. Un film magique, avec tous les acteurs du microcosmos. Tout le monde lui disait, mais attends, en substance, hein, je résume, mais les insectes, tout le monde les déteste, on leur fout du produit phytosanitaire dessus, on les écrase, on hurle quand on voit une araignée, même si une araignée n'est pas un insecte, mais bref. Et il a tenu bon comme il savait faire, parce que un des caractères de Jacques Perrin était d'être d'une pugnacité extraordinaire, être très tenace, et essayer d'aller jusqu'au bout de ses envies, de ses idées, de ne lâcher rien, comme on dit maintenant. Et donc, il a réussi à faire aux côtés de Claude Nurizzani, Marie Perrenou, Microcosmos. Claude et Marie m'avaient donné le cahier des charges d'accorder des sons d'insectes ou apparentés, des acteurs à l'image, mais aucun chant d'oiseau. C'est-à-dire pas de fond sonore d'oiseau. Si on veut, on en rajoutera. Tu nous les prends à part et tu les rajouteras. Mais il fallait des choses assez pures. Et ça, c'est pas simple parce que en chant proche, certains insectes sont extrêmement bruyants, mais dès qu'on s'éloigne, l'environnement reprend sa place. Il y a eu un avant Microcosmos et un après Microcosmos. Ça a vraiment changé le regard de tous les publics par rapport aux insectes, beaucoup, beaucoup. C'est ça qui est incroyable avec ce film. Il n'y a pas écrit c'est ceci, c'est cela. C'est pour vous embarquer sur le registre des émotions, de la vue, des sens, du son, grâce à Philippe, etc. Donc laissez-vous porter à fond parce que vous savez qu'à la fin, on pourra répondre à toutes vos questions. Donc c'est pas la peine de vous en poser pendant le film. C'est ça que je veux dire. Voilà. On s'est arrêté là parce que je voudrais un peu vous expliquer comment ça fonctionne en fait tous ces étangs tourbiers, tous ces marais tourbiers. Pourquoi l'eau est-elle d'excellente qualité? Première chose qui est très importante dans ces étangs, c'est les plantes aquatiques. C'est tout ce qui va pousser sous l'eau. Ces plantes aquatiques, en fait, bon, je vous prends l'exemple du nénuphar, mais il y en a plein d'autres. Hein. Toutes ces plantes donc de fond d'eau vont capter tout le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'eau pour y rejeter de l'oxygène. Ce qui fait que ça va oxygéner l'eau un maximum. Ah, là, on a des belles racines de nénuphar, par exemple. Ouais, ce qui flotte là. Ouais, donc c'est ça les racines de nénuphar. Ces plantes, justement, vont se décomposer. Et en se décomposant, elles vont être décomposées par des petits champignons qui, eux, pour se développer, vont capter tous les métaux lourds de l'eau. Ce qui fait que là, on a une qualité d'eau exceptionnelle. Alors ça, ouais, donc ça c'est des gens qui en avaient dans leur... Ça vient du Japon, hein, c'est des gens qui en avaient dans leur jardin. Et puis c'est tellement envahissant, ça prend le dessus sur la végétation, sur le reste de la végétation. Comme la renouée du Japon, exactement. Alors le problème, c'est que tu voyez là, si j'enlève la racine totale, pas de souci. Mais si je commence à faire des petits morceaux, chaque petit morceau va aller se replanter. Donc la Jussie, elle est capable, un étang comme ça, si vous laissez faire, en 10 ans, c'est capable de vous recouvrir l'étang.
Dernière. La pensée critique, tout ça aide à contrer les infox, vous voyez, tout ce qu'on est capable d'avaler sur ces trucs-là. Donc, l'histoire de « je me suis fait piquer ou morte par une araignée », la nuit, vous allez voir quelqu'un, n'importe qui, et vous vous dites « qu'est-ce que c'est ?» Alors au début, quand vous êtes jeune, c'est vos parents, ou ça peut être un pharmacien, ou la première personne qui vous a dit que vous aviez un bouton était-elle arachnologue? Non. Spécialiste des araignées? Non. Est-ce que vous avez vous voyez le selfie voilà, de vous avec elle est là avec ses crochets et tout. Comme par hasard vous dormez, d'accord. C'est-à-dire ce qu'on appelle en science une preuve. Si la source est foireuse, et vous le savez maintenant, et s'il n'y a pas de preuve, on suspend son jugement, on s'arrête, on dit « je ne sais pas ». Sauf que notre cerveau a du mal à dire « je ne sais pas », surtout si un pharmacien ou vos parents vous disent que c'est une piqûre d'araignée. On la connaît, la chanson. Ouais, on la connaît. Pas encore une. Tous les mêmes. Hein, Ouais, d'ailleurs, on va vous la chanter, celle-là. J'en ai connu des papillons, itinéraires à l'occasion, qui se prennent les pieds dans le pollen et qui s'en vont. J'en ai connu des bourdons, ça m'a fichu pour le bon. J'ai même connu des abeilles, c'était pareil. Wow, votre licence! Alors vous avez choisi votre butineur, votre butineuse? Alors attends, je vais choisir. Alors ce travail photographique, il date pas d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment en termes d'années, c'est presque une vingtaine d'années. Ce sont des photos issues de nos différents voyages, de ces destinations que l'on aime tant, c'est-à-dire de la Scandinavie, l'Islande, le Groenland et le Spitzberg. Ce sont des régions de l'Arctique où nous allons régulièrement pour capter ces lumières justement qui nous plaisent, avec des lumières qui durent très longtemps. Alors il y a le choix de faire de la photojournalisme, hein, où on pourrait aussi prendre des photos, et ça peut nous arriver également parce que c'est de la photo témoignage, c'est important aussi de témoigner des choses qui sont moins belles mais qui sont réelles. Non, oui, bien sûr, on a vu des ours polaires, voilà. On a vu des cadavres d'ours polaires sur des plages. Notre parti pris, c'était de montrer la beauté des choses, de montrer aussi la beauté de ce qu'on peut encore préserver, voilà, de vraiment sensibiliser les gens par la beauté de la nature. Ce qui n'empêche pas que, voilà, à côté, on peut aussi témoigner avec des photos un peu plus dures, un peu plus choc, et avec la réalité de ce qui se passe aussi. Le vent souffle sur la réserve. Un autre animal veut offrir le meilleur à sa famille. Voici une avocette élégante. Avec son bec retourné, ce mâle cherche à manger pour lui et sa partenaire. Il chasse les menaces potentielles pour protéger son nid. On a vu une diversité de films sur le fond, sur la forme. On a vu plein de choses différentes, hein, films naturalistes aux films plus, on va dire, fiction. Qu'est-ce que vous en retenez pour le moment là? On est à mi-chemin, on a vu à peu près la moitié des films. Moi je dirais quand même que ceux qui me captivent le plus, c'est ceux par lesquels il y a quand même une forme de poésie qui émerge et qui a une forme qui nous emmène quand même. Je dirais que ça c'est un point moi qui me... Quand c'est trop didactique, je trouve que c'est un peu difficile d'accrocher. Enfin, moi je perds les informations au bout d'un moment, quoi. La poésie ça m'emmène. Il y en a certains qui l'ont quand même bien exploré, mais pas tous. On en parlait hier, il y a des films catalogues, des films kaléidoscopes, des films ultra pédagogiques, hein, qui font des fiches un peu de manuel de sciences nat. Et puis on a des films avec une appropriation d'un auteur qui deviennent des petites histoires. C'est la manière dont le sujet est traité et restitué au public en fait.
C'est-à-dire que le public est une composante essentielle du dispositif et du process, enfin, de la manière de faire des films, quoi. Devant la curée des fauves, les corbeaux le savent, mieux vaut garder ses distances. Ce qui est à peu près gratuit, c'est le jus de boudron. C'est le cerveau, c'est la pensée cinématographique, la grammaire cinématographique. Même si on n'a pas d'argent, on peut quand même être inventif, on peut quand même être, manier des techniques narratives. Quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées. Il faut avoir des idées, voilà. Exactement, exactement. À force d'attaques et de cris, l'intrus est chassé du territoire. Pour l'instant. Lui, c'est le rossignol philomèle, celui-là. C'est un mâle. Là, on va profiter un peu de l'instant. On a de la chance. Donc lui, il est revenu d'Afrique. Hein. Il a passé le désert du Sahara, il est allé passer l'hiver au sud du Sahara, et il est revenu là, il a fait le trajet inverse. Vous avez vu les oiseaux qui viennent de passer, les petits au-dessus de nous, non? Il y a des petits oiseaux, des linottes qui viennent de passer. On les a entendus avec des sons un peu métalliques comme ça. Déjà, ce ne sont pas forcément des animaux d'Europe, de France en tout cas. Ça m'arrive d'avoir envie de faire un oiseau. Je travaille sur un oiseau, là, donc je travaillais sur la huppe. Là, il y a le toucan. J'avoue que le tilacine, pour moi, il correspond à quelque chose. C'est un animal disparu. On va dire que c'est certainement la poudre de l'homme, quoi. Et comme il y en a encore plein qui sont en train de disparaître à cause de ça, eh ben, c'est un peu un symbole, quoi. Le point de départ pour moi, je crois, c'était d'avoir une action directe sur les acteurs de la protection animale. Et donc, dès le départ, j'ai créé cette activité en parallèle de mon métier, de mon autre métier, pour redonner un pourcentage de toutes mes ventes à des assos de protection animale. Et puis petit à petit, ça a pris le pas sur mon autre métier très rapidement, pour qu'aujourd'hui je fasse que ça. Et à chaque fois, avant de peindre un tableau, j'ai déjà en tête quelle association je vais soutenir, quelle problématique je vais mettre en lumière, et c'est ça qui est le moteur de ma création. Complètement, parce que là, quand tu reviens dans les détails, quand on te le dit, si on te le dit pas, tu sais pas. C'est clair, ouais. Je me suis dit, pourquoi pas dire l'oiseau cette fois, simplement avec son plus menu attribut, la plume. Donc j'ai essayé de la placer sous plaque de verre, parce qu'on peut faire cette technique d'animation avec la plaque de verre.
Mais j'ai remarqué surtout que la plume se révélait une fois écrasée et agrandie. D'où l'idée d'imaginer des grandes œuvres avec des plumes agrandies. Donc ce que vous voyez derrière moi, ce sont des digigraphies qui ont pu agrandir complètement les barbes, les barbules de la plume et nous permettre de les voir comme jamais on les voit en fait. Darwin a vu 300 espèces d'oiseaux. Il a vu des haras, des toucans, des tyrans, des coulicous, des corbeaux. Le livre, c'est tout un truc, c'est 600 pages. Donc il a fallu quand même réduire 600 pages pour le mettre sur scène dans un spectacle d'1 heure. Et c'est là où il faut créer des images, il faut réussir à se faire comprendre, parce que c'est pas rien. La théorie de l'évolution, c'est quand même tout un truc avec le passage des îles Galapagos et des pinsons. Et donc, il fallait trouver une accroche, quelque chose, j'allais dire, de féerique, de magique. Donc le chant d'oiseau, l'oiseau, qui est là, et aussi la musique amérindienne, on l'avait. Mais la chose qu'on a découverte, c'est surtout que Charles Darwin avait une femme qui jouait du piano tous les jours. Le mugissement de la mer, situé à une assez grande distance, trouble à peine le silence de la nuit. Le monde à la fois de la musique qu'il a vue, les chants qu'il a vus, les sons de nature complètement dépaysants, et puis aussi les premiers effets de l'homme. On a appris cette théorie, on l'a acceptée, finalement elle reste encore d'actualité, tous les scientifiques la valident. Donc on doit aussi la mettre dans l'oreille des jeunes. Et donc c'est pour ça que le spectacle est vraiment pour tout public. Le texte est scientifique, le contenu est scientifique, mais le reste est artistique, poétique et accessible à tous les âges.